Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La vérité immonde sur le Père Noël et ses elfes. Madame Claus était assise dans son fauteuil à bascule, un pull à moitié terminé posé sur ses genoux. Le réveil posé sur la petite table à côté d'elle sonna dans l'air chaud de la maison, annonçant qu'il était maintenant 1h du matin. Elle tendit la main vers lui, appuya sur le bouton situé en haut avec un léger tintement et fit taire le son. Elle remonta le cadran d'1 heure supplémentaire afin qu'il sonne à 2h du matin. C'est ainsi que nous suivions le voyage du Père Noël, la veille de Noël. Comment sont les biscuits ? Chandrel ouvrit la porte du four et regarda à l'intérieur. Les biscuits aux pépites de chocolat ont besoin de quelques minutes supplémentaires. Elle se leva et regarda le comptoir derrière elle, touchant du doigt l'un des bonhommes en pain d'épices en train de refroidir. Mais les bonhommes en pain d'épices sont prêts à être décorés. Moi, je levai les yeux de mon travail de décoration. Les biscuits au sucre sont presque prêts aussi. Madame Claus nous sourit avant de reprendre son tricot. Bien, bien. Vous êtes de parfaites petites elfes, les filles. Les comptoirs de la cuisine étaient recouverts de grilles de refroidissement sur lesquelles reposaient des biscuits au sucre décorés de glaçage rouge et vert, des biscuits en forme de moulinet avec des couches de chocolat et de noix de coco, et des sablés aux amandes saupoudrés de sucre en poudre. Plusieurs tartes refroidissaient près de la fenêtre, le verre froid absorbant leur chaleur pour créer une brume humide qui brouillait le paysage enneigé à l'extérieur. J'avais préparé des tartes aux pommes et à la citrouille, ainsi que des tartes à la viande, avec les restes de bœuf provenant des vaches que nous avions élevées pendant l'été. La tourte à la viande n'était pas un plat que nous avions l'habitude de servir lors du repas de Noël, mais c'était le repas préféré de Horace et je voulais lui rendre hommage, pour avoir l'impression qu'il faisait toujours partie de la fête. Son souvenir me serrait le cœur et mes yeux se remplirent de larmes. J'avais envie de m'effondrer par terre et de pleurer, mais c'était Noël, et je devais faire bonne figure devant les jeunes elfes. Je ravalais ma douleur et me forçais à sourire pendant que je travaillais. Je pourrais pleurer plus tard, dans le calme et la sécurité de la grange, loin des regards attentifs de monsieur et madame Claus. Une fois les biscuits cuits, Chandrel commença à rôtir le jambon de Noël. Les garçons, qui s'affairaient maintenant dans les écuries, avaient abattu le cochon plus tôt dans la semaine. Des pommes de terre fraîches et du maïs récolté à la fin de l'automne, ainsi que des légumes racines provenant de la cave, viendraient compléter le festin. Le Père Noël revenait toujours affamé à Noël, même après avoir mangé les friandises laissées par les petits garçons et les petites filles du monde entier. Une fois de retour, nous célébrions tous avec lui le succès des fêtes. Ce serait une joie de voir tout le monde déguster les friandises sucrées et salées créées par Chandrel et moi. Cette année, nous étions 12 elfes. Chandrel et moi étions les plus âgés. À 19 ans, Chandrel était la plus vieille elfe que j'avais jamais connue. J'avais toujours plaisanté en disant que c'était ses talents de pâtissière qui lui avaient permis de vivre si longtemps. J'étais la deuxième aînée, à 16 ans. Jusqu'à Thanksgiving, c'était Horace qui était le deuxième aîné. Il avait 17 ans. Horace et moi étions très proches. Notre amour était profond et constant, comme la rivière qui bordait le pôle Nord au sud. Être l'une des deux filles aînées des elfes comportait beaucoup de privilèges et de responsabilités. On attendait de nous non seulement que nous prenions soin des plus jeunes elfes, mais aussi que nous aidions Madame Claus à gérer la maison, ce qui incluait également la grange et la cave. Nous étions les seuls à qui elle confiait la protection des réserves alimentaires, car certains des plus jeunes elfes étaient moins capables de résister à la tentation lorsque la nourriture se faisait rare. Après Chandrel et moi, venait Mirin, qui avait 14 ans. Puis il y avait Hérolis, qui venait d'avoir 12 ans, et Zaltarich, qui en avait 11. Kristen avait 9 ans, les jumeaux Arazorvin et Biafindar en avaient 8. Pleufant en avait 7, et Alok en avait 4. Et puis, il y avait l'adorable Kaes, qui était la deuxième plus jeune avec 1 an. Et enfin, il y avait la petite Nîmes,
âgée de seulement 6 mois. Elle allait passer les fêtes bien au chaud dans son berceau, repu de lait maternel en rêvant de sucreries. Moi, j'avais un lien particulier avec Nîmes, car elle était la première elfe issue de moi. Après avoir craint pendant des années de ne pas pouvoir contribuer à la population d'elfes du pôle, Nîmes était enfin arrivé. Mon petit miracle. Lorsque le Père Noël avait puni Oris, j'avais craint qu'il ne passe également sa colère sur Nîmes. Je l'avais supplié de l'épargner, lui disant que j'étais la seule menace pour la vie joyeuse du pôle Nord. Je serai toujours reconnaissant à Madame Claus de nous avoir sauvé la vie cette nuit-là, même si ses motivations étaient uniquement motivées par son inquiétude pour notre petit groupe. Ses cris désespérés ont averti le Père Noël qu'il serait imprudent de perdre 2 elfes adultes pendant les rudes mois d'hiver, et que même la perte d'un seul enfant rendrait l'avenir difficile. À la demande de Madame Claus, il a décidé de nous montrer sa clémence ce jour-là, nous enfermant seulement dans la remise pendant 1 semaine en guise de punition pour mes fautes. Vous voyez, le pôle Nord est une terre merveilleuse de fêtes et de joie, mais aussi de discipline et de respect. Nous, les elfes, avons peu de règles à suivre, mais la désobéissance n'est pas une option. Règle numéro 1. Faites les tâches ménagères. Les elfes femelles, les plus âgées, s'occupaient de la maison et des réserves alimentaires dans la grange et la cave. Nous cuisinions, faisions des conserves, nettoyions et faisions toute la couture. Les elfes mâles, les plus âgés, s'occupaient des animaux et s'occupaient de l'abattage. Parfois, sous la supervision du Père Noël, les garçons étaient autorisés à se rendre dans le nord, vers les montagnes, pour chasser le lapin et le cerf. Chandrel avait toujours envié les voyages des elfes mâles, car aucune d'entre nous n'avait jamais dépassé la limite des arbres. Orit me racontait tout ce qu'il avait vu pendant ses excursions, les animaux et les paysages. Nous nous faufilions dans la grange tard dans la nuit, et nous nous allongions ensemble dans le foin. Il me racontait à quel point les montagnes devenaient rocheuses et escarpées à mesure que l'on s'en approchait, et à quel point le coucher de soleil sur le pôle était magnifique. Après leur 10e année, les elfes devaient aider à s'occuper des cultures et participer aux récoltes. C'était un travail difficile pour des corps aussi petits, mais nous devions tous faire notre part. Oris aidait toujours les plus petits dans leurs tâches les plus difficiles après avoir terminé les siennes. Lorsqu'il n'était pas dans les champs, il s'occupait des elfes plus jeunes ou aidait les elfes plus âgés dans des tâches plus minutieuses. Cela leur permettait également d'apprendre les tâches qu'ils seraient bientôt amenés à accomplir. Les elfes les plus jeunes étaient chargés des tâches les plus faciles, comme s'occuper des poules et ramasser les œufs, ou aider au jardinage. Lorsque toutes les elfes accomplissaient leurs tâches, le pôle Nord fonctionnait sans heurts, comme une machine bien huilée. Mais cette année, alors que nous n'étions plus que 12, nous avons tous réussi à survivre. Et nous avons eu la chance que Chandrel et Myrrine soient toutes les 2 enceintes de la prochaine génération d'elfes, ce qui promettait une nouvelle augmentation de notre nombre. La règle numéro 2, c'est « Soyez toujours joyeux ». Madame Claus nous disait qu'un sourire était tout ce dont on avait besoin dans ce monde, que c'était un vecteur de joie. Quand nous étions tristes, elle nous faisait taire. Le Père Noël n'aime pas quand les elfes pleurent, nous avertissait-elle. Mais parfois c'était difficile, surtout pour les plus petits. Nous leur rappelions d'essayer d'être joyeux, même lorsqu'ils s'étaient cognés l'orteil ou écorché le genou. Mais les larmes coulaient quand même sur leur visage renfrogné. Nous leur disions que cela deviendrait plus facile en grandissant. Ils reniflaient, hochaient la tête, et nous leur sourions, récompensant leur joie avec des biscuits et des bonbons. Ce que je n'ai jamais révélé, c'est qu'il m'était parfois difficile d'être joyeuse, même en tant qu'elfe plus âgé, et que je devais donc faire semblant. Lorsque le Père Noël, Monsieur Claus, voyait mon manque de joie transparaître derrière mon sourire, il me disait de m'inspirer des autres elfes, de ressembler davantage à Chandrel ou à Madame Claus, dont le sourire chaleureux ne faiblissait jamais. Madame Claus, avec ses yeux bleus glaciers, toujours plissés par un large sourire éclatant. Monsieur et Madame Claus
disait que les elfes étaient toujours joyeux, alors je m'inquiétais d'être défectueuse. Mais aujourd'hui, j'ai commencé à aller à la grange la nuit avec Horis, et il m'a dit qu'il n'était pas toujours joyeux non plus. Je lui ai dit que je n'étais pas souvent joyeuse. Il m'a regardé profondément dans les yeux et m'a dit qu'il ressentait la même chose. Lui dire cela m'a étrangement aidé à être plus joyeuse. La règle numéro 3, c'est « Seul le Père Noël peut quitter le pôle ». La seule exception était lorsqu'il emmenait les garçons plus âgés à la chasse. Sinon, seul le Père Noël pouvait aller et venir. Et il ne partait pas seulement la veille de Noël, mais quittait le pôle 1 ou 2 fois par mois. J'ai demandé une fois à Madame Noël ce que faisait le Père Noël lorsqu'il partait, et elle m'a expliqué qu'il avait besoin de choses dont nous ne pouvions pas lui fournir au pôle Nord. Malgré son sourire inébranlable, elle compatissait avec nous, les elfes filles, pendant ces nuits-là. C'étaient les nuits où le Père Noël venait nous rendre visite dans notre chambre. La plupart d'entre nous n'arrivaient pas à dormir ces nuits-là, sachant ce qui allait se passer. Il réveillait les quelques-unes qui pouvaient dormir tôt le matin, notre porte mince cognant contre le mur. Le bruit résonnait toujours dans mes os, tandis qu'une odeur aigre imprégnait la pièce, rendant l'air chaud lourd sur ma bouche, m'obligeant à sourire sans cesse. Il choisissait 1 ou 2 des elfes filles et nous emmenait dans la remise où il nous préparait pour la récolte de nouveaux elfes. Ce n'était pas du tout comme lorsqu'Horis et moi allions à la grange. Ça, c'était doux et indolore. Mais ça faisait mal lorsque le Père Noël nous semait. J'avais de la chance cependant, car Chandrel était sa préférée. Alors j'étais souvent laissé tranquille, nu, à côté. Il y avait une 4e règle tacite au pôle. Seul le Père Noël pouvait récolter ses elfes. Nous étions censés être purs, mais Horis et moi, nous aimions. Nous nous aimions tellement que nos corps souffraient de ne pas être ensemble. Et puis, Monsieur Klaus, le Père Noël, nous a trouvés. Il était tellement fier de moi, fier que j'ai enfin pu fournir des fruits à lui et Madame Klaus. C'est alors qu'il a emmené Horis dans la remise. C'est la dernière fois que j'ai vu mon amour, le visage déformé par la peur et la douleur, tandis que le Père Noël le traînait à travers les feuilles mortes froides. J'ai pleuré pour lui ouvertement. Madame Klaus me l'a permis, même si ce n'était pas de la joie. Elle avait toujours été beaucoup plus gentille que le Père Noël. L'alarme a sonné à 6 heures du matin. Madame Klaus a arrêté de tricoter et s'est tenue à la fenêtre, regardant le paysage hivernal qui nous entourait. L'inquiétude a plissé son front, ridant légèrement son visage habituellement joyeux. Le Père Noël n'avait jamais été aussi en retard pour rentrer à la maison. À 11 heures, Madame Klaus nous a laissé manger une partie du festin que nous avions préparé, afin que nous puissions aller nous coucher sans avoir l'estomac vide. Je n'arrivais cependant pas à dormir, et je l'écoutais faire les 100 pas devant les fenêtres de l'avant, en l'attendant. À 15 heures, les autres elfes filles et moi l'avons rejointe dans le salon. À ce moment-là, elle était recroquevillée sur son fauteuil à bascule. Elle ne pleurait pas, ce qui m'a surprise. Malgré la règle numéro 2, je comprenais la douleur que l'on ressent lorsque quelqu'un que l'on aime ne revient pas. Mais Madame Klaus se balançait d'avant en arrière, les yeux vitreux, le regard perdu dans le vide. Elle ne réagissait pas. Ses lèvres étaient serrées, ce qui donnait à son sourire un aspect desséché et squelettique. À 17 heures, nous l'avons laissée pour aller nourrir les plus jeunes elfes avec le festin de Noël, qui refroidissait désormais sur la table. À 20 heures, Chandrel m'a appelé pour que je la rejoigne à la fenêtre. J'ai serré Nîmes contre ma poitrine afin de m'approcher pour voir. Chandrel a pointé du doigt, et j'ai immédiatement aperçu la silhouette sombre qui venait d'émerger de la lisière de la forêt. Madame Klaus a bondi de sa chaise, nous écartant pour mieux voir. « Oh Dieu merci, il est de retour !» s'est-elle exclamée, le sourire de joie habituel illuminant à nouveau son visage. Nous avons continué à regarder par-dessus son épaule lorsqu'une autre silhouette sombre est apparue, suivie d'une autre. Bientôt, plusieurs ombres marchaient vers la maison. Le visage de Madame Klaus pâlit, et
pour la première fois, son sourire vacilla. J'eus l'impression qu'une eau glacée coulait le long de ma colonne vertébrale. Elle courut à l'arrière de la maison et revint quelques instants plus tard avec un gros fusil de chasse. Elle brandit l'arme devant elle en sortant en courant, vêtue uniquement de sa robe de chambre et de ses pantoufles. Il y eut une forte détonation et elle tomba dans la neige, qui se teinta rapidement de rouge autour d'elle. Nous étions trop stupéfaits pour réagir. En quelques secondes, des hommes étranges nous entourèrent, nous touchèrent et nous posèrent des questions d'un ton sec. Chandrel leur sourit largement, leur demandant s'ils voulaient des biscuits et des chants de Noël. Nim et moi étions les seuls à pleurer. Je n'ai revu aucun des autres elfes depuis. Les hommes m'ont laissé garder Nim, ce que j'ai beaucoup apprécié. Ils m'ont donné un verre d'eau et un verre d'un liquide brun chaud que j'ai pris pour du chocolat chaud, mais qui était amer et avait un goût de terre. Je l'ai recraché et les hommes l'ont emporté. Ils m'ont posé beaucoup de questions, dont beaucoup que je ne comprenais pas. C'est comme s'ils parlaient une autre langue. Ils m'ont demandé qui étaient ma mère et mon père, mais je ne savais pas ce que ces mots signifient. J'ai demandé si je pouvais retourner au pôle Nord, mais les hommes ont seulement serré les mâchoires sans répondre. Leurs traits étaient anguleux et leur peau n'était pas blanche comme la neige. Ce n'étaient pas des elfes. Ils avaient tous l'air différents. C'était difficile de les distinguer, ils avaient tous l'air bizarres. Ils avaient tous l'air vieux, beaucoup plus vieux que Madame Claus. Ils avaient tous l'air d'avoir l'âge du Père Noël. Je suis seul maintenant. Cet endroit est trop lumineux, trop froid, trop métallique. La lumière me fait mal aux yeux et le froid me ronge les os. Les larmes me piquent les joues. J'essaie de sourire, mais c'est difficile de faire semblant d'être joyeux ici. La chaleur de Nîmes sur ma poitrine est mon seul réconfort. Elle gigote et je la regarde en essayant à nouveau de sourire. Elle lève les yeux vers moi et ses grands yeux humides scrutent mon visage avant de s'illuminer de reconnaissance. Elle me sourit et mon cœur s'allège. Je vois le sourire de Horis dans le sien, et pour la première fois depuis sa mort, son sourire semble réel.